Le prix Nobel de physique 2024 est peut-être l'un des plus importants de ces dernières années. Il récompense des travaux révolutionnaires sur l'intelligence artificielle. Beaucoup de choses vont changer grâce à cette invention. On va pouvoir développer des véhicules autonomes, on va drastiquement améliorer les diagnostics à partir d'images médicales, on va créer des robots toujours plus sophistiqués, la liste est très longue. Peu de gens le savent, mais l'IA qu'on utilise aujourd'hui a été créé à partir de modèles venant de la physique. On va parler des idées géniales qui ont permis à l'IA de voir le jour, de ce que ça nous dit sur le fonctionnement de notre propre cerveau, et il y a une controverse pour savoir si c'est légitime de donner un prix Nobel de physique à des travaux en informatique. Je vais vous dire pourquoi je pense qu'en fait c'est totalement justifié. Le prix a été attribué à John Hopfield et à Geoffrey Everest Hinton. C'est le descendant de George Everest, celui qui a donné son nom au mont Everest. On va commencer par John Hopfield. C'est lui qui, dans les années 80, a posé les bases de l'apprentissage machine, en anglais le machine learning, qui est au cœur de l'intelligence artificielle moderne. Avant lui, les ordinateurs fonctionnaient uniquement sur la base d'algorithmes qui ressemblaient à des recettes de cuisine où on suivait les étapes une par une. Quand vous faites un gâteau, vous suivez un algorithme. Par exemple, si les œufs datent un peu, vous allez tester s'ils sont frais en les plongeant dans l'eau. Vous allez tester des conditions. Si les œufs coulent, c'est bon, ils sont encore frais. S'ils flottent, vous pouvez les jeter à la poubelle. Les ordinateurs font ça tout le temps. Ils vont tester certaines conditions et suivant le résultat, ils vont agir d'une manière ou d'une autre. C'est pas du tout comme ça que notre cerveau fonctionne. Si un de vos amis vous appelle en numéro caché, dès que vous entendez sa voix, vous allez le reconnaître. Votre cerveau ne va pas se mettre à comparer la voix au téléphone avec la voix de tous vos amis un par un. Si vous donnez ce problème à un ordinateur à l'ancienne, l'algorithme va extraire les données de la voix au téléphone et il va les comparer à la voix de Bertrand, de Gontran, de Germain, de Firmin. Si vous avez beaucoup d'amis, ça va prendre du temps. A l'inverse, votre cerveau, il a en mémoire les différentes voix de vos amis et à partir de la voix au téléphone, il va se diriger directement vers la bonne solution. Hopfield va donc s'inspirer de la structure du cerveau pour fabriquer des machines plus efficaces. Hopfield, c'est un physicien, mais il a travaillé également en biologie. Le fait d'être à la rencontre de plusieurs domaines, la physique, la biologie, l'informatique, ça l'a beaucoup aidé. Dans le cerveau, les neurones sont connectés les uns aux autres, et l'état d'un neurone va dépendre de l'état de ses voisins, ou en tout cas des neurones qui lui sont reliés. Hopfield va imaginer des neurones artificiels qui fonctionnent un peu de la même manière. Le but, c'est de disposer un certain nombre de neurones et de les relier entre eux de la bonne façon. La première idée géniale, c'est de copier un fonctionnement qui est connu dans le cerveau humain. Quand deux neurones sont activés en même temps, leur connexion va se renforcer. C'est ce qui crée les associations. Si pendant un mois, à chaque fois que je donne à manger à mon chien, je sonne une cloche, les neurones vont être activés en même temps. Et si un jour je fais uniquement sonner la cloche sans lui donner à manger, il va venir réclamer parce qu'une connexion se sera formée entre les neurones associés à la cloche et les neurones associés à la nourriture. Pour simplifier, on va dire qu'un neurone artificiel peut être seulement dans deux états. L'état activé, qu'on va numéroter +1, et l'état désactivé, qu'on va numéroter -1. Ce neurone est connecté à un certain nombre de voisins et il va y avoir deux types de connexions. Les connexions positives, en vert, avec des neurones qui ont envie d'être dans le même état que le neurone central. En biologie, ça correspond aux neurones excitateurs. Et des connexions négatives, en rouge, avec des neurones qui ont envie d'être dans des états opposés. En biologie, ça correspond aux neurones inhibiteurs. Donc quand vous considérez deux neurones, le neurone I et le neurone J, il faut prendre en compte l'état du neurone I, qu'on va appeler SI. SI est égal à +1 ou à -1. Si le neurone est activé, SI est égal à +1. Si le neurone est désactivé, SI est égal à -1. Il faut aussi prendre en compte l'état du neurone J, qu'on va appeler SJ. Et enfin, il faut prendre en compte la connexion entre les deux. Cette connexion, on va l'appeler WIJ. Notre but,
je rappelle, c'est que la connexion se renforce quand les deux neurones sont activés en même temps. Donc je veux une connexion positive en vert quand les deux neurones valent tous les deux +1 ou tous les deux -1. Et à l'inverse, si les neurones sont dans des états différents, on va mettre une connexion négative en rouge. Parfois, et c'est là que ça devient intéressant, les connexions ne sont pas les bonnes. Ici, on a deux neurones activés en même temps, dans l'état +1. Il devrait y avoir une connexion positive en vert entre les deux. Et malheureusement, la connexion, elle est négative en rouge. Il y a un conflit. John Hopfield va alors trouver une formule qui mesure le conflit total dans tout le réseau de neurones. SI et SJ, ce sont les états des deux neurones connectés. WIJ, c'est la connexion qui est rouge ou verte. Et ce symbole, ça veut dire qu'on fait la somme sur toutes les connexions du réseau. Nous, ce qu'on veut, c'est minimiser le conflit. Et donc, on veut que cette formule prenne une valeur la plus petite possible. Et c'est là où le fait que Hopfield soit physicien va jouer un rôle important. Il y a un domaine en physique où il y a également des objets qui interagissent avec leurs voisins, c'est le domaine du magnétisme. Pour connaître les propriétés magnétiques d'un matériau, par exemple un morceau de fer, on va modéliser tous les atomes de ce matériau comme des petits aimants. Un aimant, c'est composé d'un pôle nord et d'un pôle sud, donc ça pointe dans une certaine direction. On peut représenter ça par une flèche. La grandeur physique associée à cette flèche, on appelle ça le spin. Donc les atomes ont des spins orientés dans toutes les directions. En fait, en pratique, les directions de ces flèches ne vont pas être aléatoires. Les atomes interagissent avec leurs voisins. Donc si l'atome central, il voit que tous ses voisins ont leur spin orienté vers le haut, eh ben, à cause des interactions, il va suivre le mouvement, et lui aussi, il va avoir un spin qui va s'orienter vers le haut. Le spin de l'atome I, on le note SI, le spin de l'atome J, on le note SJ, et vous me voyez peut-être venir, l'interaction entre les deux, on va la noter WIJ. Depuis longtemps, on sait calculer l'énergie totale de ce genre de système. La formule est la suivante. L'énergie totale est égale à moins la somme des WIJ fois SI fois SJ. C'est exactement la même formule qui permettait de calculer le conflit entre les neurones. SI, c'était l'état du neurone, actif ou inactif. Ici, ça va être le spin de l'atome. Et dans les deux cas, WIJ, c'est l'interaction, c'est le lien, soit entre les deux spins, soit entre les deux neurones. Et donc, Hopfield, il va carrément dire que dans le réseau de neurones, le conflit, c'est la même chose que l'énergie. Au lieu de minimiser le conflit, on va minimiser l'énergie, ça revient au même. Ça, en plus, c'est un comportement qui est très courant en physique. Les systèmes ont tendance à minimiser leur énergie. Ça vient du second principe de la thermodynamique. Si ça vous intéresse, ces derniers mois, j'ai fait quelques vidéos sur le sujet. Donc on résume, on veut imiter le comportement des neurones biologiques, on veut imiter le fait que quand deux neurones sont activés en même temps, leur connexion se renforce. Pour ça, Hopfield établit une formule qui mesure le conflit entre les neurones, et comme il est physicien, il va se baser sur la formule qui mesure l'énergie des spins dans les systèmes magnétiques. Grâce à cette formule, le réseau de neurones va pouvoir stocker des éléments en mémoire. Par exemple, on va lui donner plein d'images de la lettre A écrites de manière différente, et il va stocker ça en mémoire. On fait la même chose avec toutes les lettres de l'alphabet. Donc là, on a entraîné le réseau, et ensuite, on va lui donner une image un peu floue, une lettre un peu mal écrite, et le réseau va vous dire à quelle lettre ça ressemble le plus. Le point important, le point vraiment révolutionnaire de cette invention,
c'est que le réseau de neurones ne va pas faire ça avec un algorithme linéaire, il ne va pas suivre de recette étape par étape. C'était l'exemple qu'on avait donné avec la voix de votre ami au téléphone. Un algorithme classique, il serait obligé de comparer le son avec des milliers d'éléments qu'il a stockés de manière un peu laborieuse. Le réseau de neurones, il va beaucoup plus vite, il fait comme vous, à partir du signal en entrée, il va se diriger directement vers la bonne réponse. Il va tomber vers la bonne réponse. Il y a vraiment cette idée de tomber, de descendre. On va voir pourquoi juste après. Et le réseau, il va réussir à faire ça parce que vous l'avez entraîné juste avant. Quand vous lui donnez plein de lettres à analyser, ce qui se passe, c'est que le réseau va modifier les interactions entre les neurones. Il va modifier les liens WIJ. C'est comme ça que le réseau apprend. Il change les liens, il change les interactions WIJ entre les neurones. Mais les WIJ, on l'a vu, ils sont dans la formule de l'énergie. Donc quand vous entraînez le réseau, vous modifiez les WIJ et donc vous modifiez l'énergie. On peut représenter l'énergie comme une surface avec des creux et des bosses. Chaque point de la surface correspond à une image avec des pixels qui prennent telle ou telle valeur. Au fond des creux, l'énergie est basse. Et donc c'est là que le système va se diriger. Le système a tendance à baisser son énergie. Vous allez donner au réseau de neurones plein d'images de la lettre A. Il va apprendre ce que c'est que la lettre A en modifiant les interactions WIJ. Et donc ça va modeler le paysage de l'énergie avec des creux et des bosses qui vont se former. C'est un peu ce qui se passe quand vous apprenez quelque chose. Dans votre cerveau, il y a de nouvelles connexions qui se forment entre les neurones. Ici c'est pareil, on modifie les interactions WIJ, et comme l'énergie dépend des WIJ, quand le réseau apprend, il y a des creux qui vont se former. Ce creux, par exemple, a été causé par l'apprentissage de la lettre A. Et ce qui est très pratique, c'est que sur une même surface, vous allez pouvoir stocker d'autres éléments en mémoire. Vous allez creuser d'autres creux à d'autres endroits. Par exemple, ici, ça correspond à la lettre B, là, ça correspond à la lettre C, etc. Ça, c'était la phase d'apprentissage. On est passé d'une surface plate à une surface avec des creux. Maintenant, on peut passer à la phase d'utilisation. Je dessine une lettre. Chaque pixel de l'image va correspondre à un neurone. Et pour simplifier, on va dire que le pixel est soit noir, soit blanc. Donc le neurone associé au pixel va être soit activé dans l'état +1, soit désactivé dans l'état -1. Et moi, ce que je veux, c'est comparer le dessin que j'ai fait à la mémoire qui est stockée dans le réseau. Je vais regarder si mon dessin est compatible avec le réseau. Je mets les valeurs des pixels, noir ou blanc, donc +1 ou -1, et je regarde si c'est compatible avec le réseau, avec les liens WIJ. Je regarde s'il n'y a pas trop de conflits. Ici, par exemple, c'est parfait. Le neurone central est dans l'état +1, les neurones de gauche aussi, les liens entre eux sont verts. Quand le lien est vert, on veut que les deux neurones soient dans le même état. Et ici, ça marche. Et à droite, les liens sont rouges. On veut que les neurones soient dans des états opposés. Et c'est bien le cas. Les neurones de droite sont dans l'état -1, alors que le neurone central est dans l'état +1. Donc là, tout va bien. Il n'y a aucun conflit. Par contre, si je dessine comme un pied et que le neurone tout à gauche est dans l'état -1, le lien est vert, il faut que les deux neurones soient dans le même état, et ici c'est pas le cas, donc il y a un conflit. Nous on veut pas qu'il y ait de conflit, on veut que la lettre que j'ai dessinée soit la plus proche possible des images qui sont stockées en mémoire. Donc on va modifier les pixels, on va modifier les neurones, un par un, pour faire baisser le conflit. Et on l'a vu, le conflit c'est la même chose que l'énergie, et c'est représenté par cette surface avec des creux et des bosses. Donc à partir de mon dessin moche, on va modifier les pixels pour faire baisser le conflit, pour faire baisser l'énergie. Et baisser l'énergie, ça revient à descendre dans ce paysage, ça revient à tomber dans les creux. Donc vous partez d'un certain point sur la surface, ça correspond à l'image que j'ai dessinée, et vous descendez, vous baissez en énergie,
jusqu'à tomber dans le creux le plus proche. Si vous tombez dans ce creux, le réseau de neurones, il va vous dire « Bon ok, ton dessin il était moche, mais j'ai reconnu que c'était plutôt un A ». C'est un peu la même chose qui se passe dans votre cerveau. Même si la ressemblance est vague, vous allez trouver des points communs. Vous comparez par exemple un visage à tous ceux que vous avez en mémoire, et votre cerveau se dirige vers la solution la plus proche. Le réseau va forcément tomber dans un creux, dans un minimum, donc même si l'image est bruitée, même si l'image est floue, il va faire un choix. Par exemple, si je fais ce dessin, et que je sais vraiment pas dessiner, et que je donne ce dessin à ChatGPT, il va reconnaître que ce sont les lettres A et Z. Je lui ai même pas dit que c'était des lettres. Il va même pouvoir décrire les émotions des bonhommes. Alors, il se trouve que ChatGPT ne se base pas sur les réseaux de Hopfield, dont on vient de parler, mais sur quelque chose de plus performant, qui a été justement mis en place par le second lauréat du prix Nobel, Geoffrey Hinton. Le problème des réseaux de Hopfield, c'est que vous ne pouvez pas stocker beaucoup de choses en mémoire. Si j'ajoute trop d'éléments en mémoire, les creux vont être trop proches les uns des autres. Ici, par exemple, si je veux rajouter la lettre D en mémoire, je vais rajouter un creux, mais si je le mets trop proche de celui-là, ils vont se mélanger. Vous voyez ici, on n'a pas créé deux creux distincts, donc ça ne va pas fonctionner. Au bout d'un moment, il n'y a plus assez de place. Vous ne pouvez pas stocker autant d'éléments que vous voulez. Hinton va résoudre ce problème en rajoutant dans le réseau ce qu'on appelle des neurones cachés. Tout à l'heure, on avait associé un neurone à chaque pixel. Hinton va intercaler une couche intermédiaire de neurones entre les neurones associés au pixel et le résultat. Ces neurones intermédiaires, ces neurones cachés, ne correspondent à rien a priori. Ce ne sont pas des pixels, mais le réseau va les utiliser, il va utiliser ces neurones cachés pour compresser les informations. Et comme ça, il va réussir à stocker beaucoup plus de choses. Ce qui va être stocké dans ces neurones cachés, ce sont les structures à grande échelle de l'image. Grâce à ça, au lieu de rester le nez collé à l'image en regardant pixel par pixel, on dézoome un peu, on prend du recul, et on détaille les structures. La couche cachée permet d'interpréter les données et de faire apparaître des structures. Le réseau de neurones va pouvoir trouver les points communs entre les images, il va faire des généralités, et d'une certaine manière, il va mieux comprendre les données. C'est pas le même genre de compréhension que ce que fait le cerveau humain, mais mon avis personnel, c'est que c'est bien de la compréhension. Après, bien sûr, ça dépend de la manière dont on définit ce que c'est que comprendre. Alors, des couches cachées, on peut en mettre plusieurs. On a un réseau qui est plus profond, qui va faire de l'apprentissage profond, en anglais du deep learning. Donc ça, c'était la première amélioration, les neurones cachés. Et deuxième chose, parfois, dans le paysage qu'on trace pour l'énergie, il y a des petits creux qui vont se former. Donc on est un peu embêté, parfois le réseau, il va tomber dans ce petit creux, dans ce minimum local, et il va donner une solution qui n'est pas optimale. Par exemple, ici, il y a un petit creux qui s'est formé, mais on préférerait que le système descende dans le creux profond à côté. Ça correspondrait à une solution qui est bien meilleure, qui a une énergie bien plus basse. Et pour résoudre ça, l'autre idée importante de Hinton, c'est d'ajouter de l'aléatoire. Le réseau de Hinton ne va pas tout le temps descendre vers les basses énergies. De temps en temps, de manière aléatoire, il va remonter un peu. C'est comme si on agitait le système. L'image qu'on peut donner, c'est que vous laissez une bille rouler sur la surface. Naturellement, elle va descendre vers le creux le plus proche. Et pour éviter qu'elle reste coincée dans le petit creux, on agite. Comme ça, la bille, elle va remonter de temps en temps de manière aléatoire. Et elle va pouvoir aller tomber dans un creux plus profond. Cette agitation, elle va être décrite par Hinton exactement de la même manière que les agitations thermiques. Vous le savez, dans une pièce, plus il fait chaud et plus les molécules sont agitées. Là c'est pareil,
Hinton a utilisé les mêmes équations qu'en thermodynamique et qu'en physique statistique. Donc encore une fois, ce sont bien des modèles issus de la physique qui ont permis d'améliorer l'intelligence artificielle. Grâce aux neurones cachés et à l'ajout de l'aléatoire, avec la fluctuation thermique, Hinton a considérablement amélioré les réseaux de Hopfield. Et aujourd'hui, grâce au réseau de neurones, l'intelligence artificielle est capable de reconnaître des images complexes. Bien sûr, c'est une utilisation parmi des milliers d'autres. Par exemple, vous pouvez parcourir le réseau dans l'autre sens pour générer des images cette fois. Et vous pouvez même régler les fluctuations aléatoires causées par l'agitation thermique. Si je demande à Midjourney de générer des images de chatons qui partent en voyage, si je mets peu d'aléatoire, il va toujours tomber vers le même genre d'image. Et plus je rajoute d'aléatoire, c'est un peu comme si j'augmentais la température dans le réseau de neurones, et plus les images vont être variées. Là, j'augmente encore, il va me proposer des solutions encore plus diverses. Bon, c'est loin d'être parfait. Par exemple, à Paris, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais il me semble qu'il n'y a qu'une seule tour Eiffel. Et par la suite, on va affiner les algorithmes, on va augmenter la puissance de calcul, et ça va donner des résultats encore plus spectaculaires. Dans un autre domaine d'application, on arrive à prédire la forme qu'une protéine va prendre en se repliant uniquement à partir de la séquence des acides aminés. Et pour ça, toujours pareil, on entraîne le réseau, ça crée une surface d'énergie, et ensuite on laisse le système tomber dans le creux le plus proche. Donc c'est pas de la physique théorique, c'est vraiment une technologie, mais historiquement, le prix Nobel de physique récompense assez peu les avancées théoriques. C'est un prix qui récompense beaucoup plus les observations expérimentales et les applications technologiques. Le prix Nobel 2023, par exemple, sur les impulsions ultra courtes, c'est pas une avancée théorique, même s'il a fallu réfléchir de manière abstraite, c'est une avancée technologique. Autre exemple, Albert Fertz, un des 17 prix Nobel français en physique, a été récompensé en 2007 pour des travaux sur la spintronique. C'est une technologie basée sur les spins, dont on a parlé au début, et qui permet de stocker des données informatiques et de fabriquer des capteurs médicaux. Donc le prix de cette année 2024, il rentre parfaitement dans l'état d'esprit du Nobel de physique. Ce sont des modèles physiques qui ont été utilisés pour créer une nouvelle technologie, l'intelligence artificielle. Et quelle technologie! On a là un outil qui est en train de transformer complètement nos sociétés et qui va sûrement nous aider à comprendre le fonctionnement de notre propre cerveau. Donc la controverse sur le fait de mettre cette découverte dans la case prix Nobel de physique, je comprends que les gens se posent des questions, mais pour moi c'est parfaitement justifié. Par contre, il reste une controverse sur l'éthique liée à la technologie. Effectivement, il y a un débat à poser sur l'utilisation de l'IA. C'est un outil extrêmement puissant qui peut apporter des bénéfices incroyables, mais qui peut aussi faire beaucoup de dégâts s'il est utilisé avec de mauvaises intentions. Et donner le prix Nobel là-dessus, c'est un très bon moyen de lancer la discussion. C'est une manière de dire que le sujet est très important et qu'il faut en débattre de manière intelligente et nuancée. Il y a des dangers, c'est pas une technologie anodine, il y a vraiment une différence de nature par rapport aux technologies précédentes. Si les machines finissent par augmenter leur intelligence de manière autonome, sans l'aide des humains, il peut y avoir un emballement. Bien sûr, personne n'est capable de prédire ce qui va se passer, mais ça n'empêche pas qu'il faille prendre conscience du danger. Si je lâche le volant sur la route, je ne vais pas pouvoir prédire ce qui va se passer exactement, mais bon, je sens bien qu'il y a un danger. Là, c'est pareil à mon avis, il faut être sûr de garder le volant dans les mains, il faut être sûr de garder le contrôle. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que l'IA de YouTube mette en avant cette vidéo, mettez un pouce bleu. Dans les prochains épisodes, on continuera la série en cours sur la relativité. En attendant, portez-vous bien et que la science soit avec vous.